Eh ben finalement, il était pas si mal que ça, ce trophée des champions. Je m'inquiétais un petit peu parce que son placement dans le calendrier, c'est toujours un truc qui peut interroger, mais finalement, j'attendais particulièrement de voir un Paris Saint-Germain qui était de retour avec sa quasi Dream Team. Il manquait Hakimi, un Olympique de Marseille qui devait marquer un rebond après sa contre-performance face au FC Nantes, et finalement, vous le savez avant même de voir cette vidéo, ce qu'on a vu, c'est un excellent match de foot avec un Olympique de Marseille qui a fait une très grosse performance. Ils ont malheureusement pas été récompensés, et du côté du Paris Saint-Germain, eh bien on prouve qu'on est capable d'accumuler les titres de façon tout simplement impressionnante, et il y a des choses positives à sortir de chaque équipe. Alors dans cette vidéo, on va parler de Marseille, on va parler de Paris, et on va faire des focus sur des points qui ont particulièrement retenu mon attention. Certains d'entre vous auront vu la vidéo avec un test AB mettant en avant Lucas Chevalier, et spoiler alerte, on va évidemment débuter en parlant de Chevalier parce que c'est sans doute un des trucs qui aujourd'hui est le plus significatif à la sortie de ce match, mais vous allez le voir, on va pas en rester là. C'est la dernière vidéo de la semaine, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Chevalier a tout simplement broyé la pression. Alors certes, lors de ce match, il est coupable sur le penalty qui arrive à décrocher Greenwood, mais je trouve que Greenwood joue particulièrement bien le coup, et je pardonne volontiers à Chevalier cette petite erreur, étant donné qu'à côté de ça, il fait un match qui est tout simplement exceptionnel. Il multiplie les arrêts de grande classe, il est solide mentalement au moment de la séance de tir au but, et finalement, c'est l'acteur de cette finale pour le Paris Saint-Germain. C'est lui qui permet à la fin aux Parisiens de soulever un titre supplémentaire. Et souvenez-vous, j'avais fait une vidéo lorsque Chevalier s'était blessé, et j'étais assez étonné de voir certaines réactions qui présentaient ça comme si c'était la fin du monde, alors que la saison de Chevalier, elle avait grosso modo débuté depuis quelques semaines seulement, puisqu'auparavant il goûtait au banc et c'était Chevalier qui était titulaire indiscutable. Il faut jamais enterrer trop vite les joueurs de foot, même si la situation de concurrence entre gardiens de but, il faut pas essayer de retenir un couteau qui tombe, parce que souvent tu te retrouves avec deux gardiens qui finissent par tomber dans un naufrage là-dedans. Mais Chevalier, il a déjà prouvé pas mal de fois au cours de sa carrière, y compris au tout début lors de son arrivée au Paris Saint-Germain, que même dans des situations où il était challengé mentalement, il était capable de répondre présent. Et bien je trouve que c'est ce qu'il a fait au cours de cette rencontre, et ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il a vraiment répondu sur les critères qui pouvaient amener le plus de doutes le concernant. Si on prend par exemple la capacité à être décisif dans les sollicitations, si on prend la séance de tir au but, c'est vraiment des choses qui montrent qu'il était pleinement impliqué dans son match, et qu'au-delà de ses qualités intrinsèques de gardien qui évidemment vont pas être modifiées du jour au lendemain, il était capable d'être solide, et ça c'est fort pour un jeune gardien. A contrario, là où on l'attend sur ses qualités un petit peu plus évidentes et qui pourraient vraiment être une suite logique, c'est par exemple le jeu au pied. Alors Chevalier a jamais été un gardien prodige jeu au pied, hein. Faut pas croire que parce qu'il a remplacé Donnarumma pour ses raisons suivant les volontés de Luis Enrique, c'est pour autant sa première caractéristique. Non, mais au cours de cette rencontre, je l'ai trouvé un tout petit peu en deçà. Mais c'est pas grave, parce que moi vraiment, ce que j'attendais de voir, c'était la réponse mentale de Lucas Chevalier. Il l'a apporté, et je pense que ça va permettre de doser un petit peu et de rationaliser un petit peu les débats sur la confrontation avec Safonov, parce que Safonov, il a eu l'occasion dans le passé de jouer du côté du Paris Saint-Germain, même quand c'était Donnarumma le titulaire, il a jamais réussi à 100% à prendre sa chance. Manque de bol pour lui, la blessure tombe au pire moment, mais c'est pour vous dire qu'en tout cas, fallait pas enterrer Chevalier, et il nous l'a rappelé ici de la plus belle des manières. Si seulement on avait un Olympique de Marseille qui reproduisait tout le temps ce genre de match. Je sais pas si je dois applaudir ou au contraire shamer un petit peu les Marseillais, parce que franchement ce match face au Paris Saint-Germain c'était du très haut niveau, et cette saison j'ai quand même l'impression que Marseille est fort contre les forts et faible contre les faibles. Alors généralement on a tendance à pointer du doigt ceux qui sont forts contre les faibles et faibles contre les forts, parce que évidemment c'est pas quelque chose qui est synonyme d'être présent dans les grands rendez-vous, mais attention, ne pas être capable de reproduire d'excellentes performances contre de petites équipes, c'est préjudiciable à l'échelle d'une saison. Il suffit de regarder les points que perd bêtement l'Olympique de Marseille pour comprendre que s'ils étaient capables d'être un petit peu plus constants, eh bien ça pourrait beaucoup leur apporter. Mais moi, je ressors quand même un truc positif de ça, et un espoir, l'espoir qu'ils aillent loin en Ligue des Champions. Parce qu'on
voit clairement avec ses rencontres face au Paris Saint-Germain que l'Olympique de Marseille est capable de regarder dans les yeux un grand club quand ils sont mobilisés à 100%. Ce Marseille a été offensif, ce Marseille a été audacieux, ce Marseille a finalement joué sans complexe face à un Paris qui est pourtant au grand complet. Et si Marseille était capable de reproduire ça match après match du côté de la Ligue 1, on aurait quand même de tout autres résultats. Et en fait, je comprends la colère de Roberto De Zerbi suite au match face au FC Nantes. J'ai été le premier à être relativement critique sur De Zerbi et je le redis, son coaching lors de ce match de manière très spécifique puait un petit peu la peur et j'étais vraiment pas aligné avec ça. Mais il en a ras-le-bol, le Boug, et il dit relativement clairement sur le fait que ses joueurs ne se présentent pas toujours le couteau entre les dents. Et autant des fois c'est une analyse qui est extrêmement limitée parce que t'as vraiment l'impression de voir un discours de mi-temps de Pascal Duprat qu'on met en rediffusion pour faire pleurer dans les chaumières, autant faut quand même avouer que dans le cas spécifique de Marseille, t'as quand même l'impression que t'as certains joueurs qui sortent le costume des grands soirs et qui, quand il s'agit d'avoir le pain quotidien du championnat français, sont pas exactement au même niveau. Mais moi, je le redis, ce que je retiens, c'est que si Marseille arrive à faire une qualification dans les phases finales de Ligue des Champions, il faudra quand même surveiller leur parcours parce qu'ils sont capables de créer la surprise, on l'a bien vu. Marseille, c'est également une équipe qui a des options. Moi, j'étais un petit peu terrorisé à l'idée de les voir se présenter sans Aguerd, qui, à mon goût, est leur défenseur central de référence. Eh bien, ils ont été solides au cours de ce match. Et finalement, si t'as un truc à redire sur la défense marseillaise, c'est davantage au niveau de Roulis, ton gardien de but, que de ta charnière en elle-même. C'est pareil, on voyait beaucoup Vermeuren qui était titulaire dernièrement avec l'Olympique de Marseille. Ici, ce n'était pas possible. Et finalement, avec le combo Kondogbia et Højbjerg, j'ai trouvé que tu avais quelque chose qui était hyper efficace. Tu avais plus de taille que le milieu parisien, et ça s'est senti dans les duels aériens, mais tu as Højbjerg qui a été capable de contrôler le rythme du match lorsque c'était nécessaire. T'as Kondogbia qui était extrêmement fort au duel, mais qui en même temps avait une belle propreté technique. Donc finalement, ça te prouve que les options à Marseille, t'en as pas mal, ne serait-ce qu'au milieu de terrain. Tu vas avoir ces deux joueurs, tu vas avoir O'Reilly, tu vas avoir Vermeuren. Donc finalement, oui, Marseille cette année, contrairement à la saison précédente, il joue plus de compétition. Il faut être capable de répondre en Europe, il faut être capable de répondre en Ligue 1. Mais la boîte à outils de Roberto De Zerbi, elle est quand même relativement complète. C'est un effectif que je trouve plutôt bien construit, c'est un effectif qui t'offre des solutions, et finalement, ce match l'a montré une nouvelle fois, faut pas rester bloqué sur un joueur, une absence, t'es capable d'offrir des choses malgré ça. Gonçalo Ramos, c'est vraiment l'outil de luxe. Alors 65 millions d'euros pour un remplaçant qui rentre seulement quelques minutes, on va tous être d'accord pour dire que ça fait relativement mal. Mais en fait, c'est un outil très spécifique, très adapté, et si tu as besoin de cet outil une fois par an, mais qui répond merveilleusement à ce besoin, est-ce que c'est pas un luxe que peut se permettre de se payer le Paris Saint-Germain? En plus, quand on regarde le salaire de Gonçalo Ramos, parce que c'est peut-être ça qui pèse davantage dans les réflexions financières, plus que le montant de transfert, Gonçalo Ramos, il est payé 5,3 millions d'euros par saison, c'est vraiment pas tant que ça à l'échelle du Paris Saint-Germain. Et sur ces dernières saisons, Gonçalo Ramos, il est capable de mettre des buts de temps en temps. Alors évidemment, c'est pas un joueur à la hauteur des attentes qu'on avait lorsqu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. On va pas réécrire l'histoire, même s'il est arrivé et qu'il y avait la situation avec Kolo Muani. Gonçalo Ramos, sur le papier, c'est un joueur qui aurait dû réussir à grandir, réussir à s'imposer en tant que titulaire au Paris Saint-Germain. T'aurais pu imaginer une trajectoire comme ses compères portugais au milieu de terrain, à la Vitinha, à la João Neves. Bon, dans les faits, c'est pas ça, c'est pas João Neves, mais je le redis, est-ce que c'est pas un outil de luxe très situationnel, mais très utile pour le Paris Saint-Germain? Ce serait n'importe quel autre club de Ligue 1 qui aurait un joueur qui aurait coûté aussi cher et qui est aussi limité dans son utilisation, j'aurais dit que c'était une belle connerie. Et du côté de Paris, finalement, tu as une problématique dans tous les grands clubs qu'il faut avoir en tête. C'est qu'un numéro 9, ça veut dire généralement une grande star du football. Une grande star du football, généralement, ça veut jouer à peu près tous les matchs. Et donc, aller chercher un remplaçant qualitatif, un mec qui est capable de faire des différences en sortie de banc, c'est parfois relativement complexe.
Et Gonzalo Ramos, j'ai l'impression qu'il a cette grande qualité, et ça c'est rare. Alors je mettrais tout de même une limite, ce mec qui est censé faire les différences en sortie de banc, t'aimerais également pouvoir compter sur lui quand tu l'alignes titulaire au cours de petits matchs de coupe, de matchs de Ligue 1 où t'as envie de mettre en place une rotation. Bon bah Gonzalo Ramos, si c'est un outil qui est très utile d'un point de vue situationnel, quand t'as besoin d'un rentrant, c'est pas un outil polyvalent, et quand t'as besoin d'un titulaire bis, bah généralement c'est pas lors des matchs où il est aligné qui brille le plus. Donc en fait, je me dis qu'il marque à nouveau des points dans ce rôle de super sub, le Gonzalo Ramos, et ça va devenir un paradoxe du côté de Paris, assez fou finalement. Un joueur qui a sa place, un joueur qui est utile, un joueur qui va se faire apprécier et qui part malgré tout d'un échec à la base, celui d'un potentiel titulaire qui aujourd'hui te rend heureux quand il joue 10 minutes et qu'il est capable de faire une différence énorme. Nuno Mendes a sorti un match qui nous rappelle qu'il est le meilleur latéral gauche du monde, j'ai pas d'autres mots. Déjà, c'est pas une opinion particulièrement controversée que je vous avance ici, parce qu'en termes de valorisation, c'est le premier. Vous regardez le top 10, il est bien devant, il y a quand même 15 millions d'euros de différence avec le second, enfin le deuxième qui est Carreras, mais vraiment... Qu'est-ce qu'il progresse ce joueur? Je le revois débarquer du côté du Paris Saint-Germain, je me revois avoir plein d'étoiles dans les yeux et plein d'espoir le concernant, quelques doutes ensuite concernant ses blessures, il faut également le dire, c'est un truc assez important dans l'évaluation de Nuno Mendes, mais au cours de cette rencontre, on s'est rendu compte que c'est un joueur qui était extrêmement attentif, sans ballon, qui se faisait quasiment pas passer, qui était capable de gestes de retour également, qui montrent qu'il peut être un vrai défenseur, et à côté de ça, ce qui ressort évidemment des vidéos highlights, c'est ce qui tape dans l'œil de tout le monde, c'est que dès que tu as un petit peu d'espace, eh bien Nuno Mendes, c'est un apport offensif absolument démentiel, il peut faire extrêmement mal à l'adversaire, et il a à la fois le côté joueur qui est capable de complètement neutraliser son vis-à-vis. On l'a vu en Ligue des Champions l'année dernière où il s'est quand même tapé de sacrés clients, et joueur qui est capable d'être un de tes meilleurs attaquants alors qu'il remplit dans le même temps des missions défensives. Au cours de cette rencontre, je me suis dit que c'était vraiment un des cadres qui avait le plus répondu présent du côté de Paris. Alors oui, Dembélé a su marquer et ça c'est vraiment très fort, il n'a pas ménagé ses efforts, mais par la suite il a un petit peu souffert de ses efforts et du fait que le milieu parisien avait du mal. Oui, le milieu parisien est sans doute voire le meilleur du monde, mais il a souffert face à Marseille, mais il y en a un qui n'a pas tremblé, c'est ce latéral gauche, c'est Nuno Mendes, donc franchement, je prie pour que le Paris Saint-Germain arrive à le ménager, faire en sorte qu'il ne se blesse plus, parce qu'on a affaire à un joueur générationnel qui le prouve de plus en plus et qui a une montée en puissance qui était déjà bien visible, mais qui est à nouveau marqué avec ce match où franchement, on s'en souviendra. Quand on reparlera de cette rencontre dans 10 ans, je pense que la prestation de Nuno Mendes, ça sera à saluer. Le dernier truc que je retiens particulièrement de ce classique, de ce trophée des champions, c'est que le Paris Saint-Germain, t'as beau les tabasser, ils s'en sortent toujours. Souvenez-vous, au début de la saison, face à Tottenham, tu arrives à aller choper un titre grâce à un Lucas Chevalier durant une séance de tir au but, et franchement, c'était pas gagné d'avance, mais ils ont su plier mais jamais rompre. Face à Flamengo, c'était exactement la même chose. Là, c'est Safonov qui était le héros, mais t'as plié, t'as pas rompu. Et c'est encore la même chose face à cet Olympique de Marseille. Et autant on peut considérer que parfois il y a un facteur chance dans les tirs au but, il y en a même qui disent que c'est une loterie, mais bon, je crois qu'on les a suffisamment critiqués pour pas remuer le couteau dans la plaie. En tant que Français, je l'ai encore mauvais, ça. Mais non, c'est pas une loterie. Et ok, il y a peut-être un petit facteur chance, mais le Paris Saint-Germain arrive à reproduire ça 3 fois. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, c'est pas du tout de la chance pour Paris, c'est un mindset qu'ils ont réussi à mettre en place, et c'est une équipe qui est à l'opposé total de ce qu'on voyait il y a quelques années. Souvenez-vous l'époque où on disait, c'est déjà assez lointain, mais je pense que tous les supporters parisiens l'ont frais dans la mémoire tellement ça leur a fait mal, que le pire ennemi du PSG, c'était le PSG. Parce que t'avais Paris qui était une équipe très forte, mais capable de se saborder. T'avais toujours l'impression que mentalement, à tout moment, ça pouvait craquer. Depuis, t'as renouvelé entièrement ton effectif, t'as un entraîneur qui a plus rien à voir avec les entraîneurs du passé, et finalement, c'est tout l'inverse désormais. Paris a pris cher même l'année dernière en Ligue des Champions. C'est pas une Ligue des Champions qui a été simple à aller chercher. Faut revoir les matchs. Il y a plein de moments où ça aurait pu tourner différemment, mais la force de ce Paris Saint-Germain, c'est que même quand ils sont challengés, ils ne rompent pas. Et vraiment plier sans rompre, je pense que c'est les caractéristiques d'une très grande équipe. Et à un moment, c'est bien d'avoir des défaites encourageantes, c'est bien d'avoir des matchs où tu mérites de gagner,
Mais Marseille, peut-être qu'ils méritaient de gagner hier. D'ailleurs, quand on regarde les statistiques, ils sont devant en termes de buts attendus. Ils font jeu égal en termes de tir, en termes de tir cadré. Mais à la fin, c'est le Paris Saint-Germain qui l'emporte. Et ça, je trouve que c'est une des caractéristiques les plus marquantes du Paris Saint-Germain cette saison. C'est à saluer, parce que c'est quand même le 3e titre qui tourne en leur faveur grâce à ça. Donc voilà, terminé pour ce que je retiens de ce trophée des champions. Il y aurait évidemment eu plein d'autres points à évoquer, mais de manière générale, je le redis, moi ça a surtout été un excellent match de foot que j'ai pu constater, et il me laisse plein d'espoir pour la suite. Alors, une défaite encourageante, c'est pas un titre, je viens d'en parler, mais j'espère quand même que du côté de l'Olympique de Marseille, ça va aider à reproduire ça encore et encore et encore, parce que ce Marseille, s'il est capable de maintenir ce niveau, il est incontestablement une équipe qui roule sur la majorité de la Ligue 1. Du côté du Paris Saint-Germain, on commence à s'habituer à soulever des trophées. Je ne doute pas qu'avec Luis Enrique, ça va pas faire pour autant que les joueurs vont se reposer sur leur petit confort, d'autant plus qu'au cours de cette rencontre, beaucoup de Parisiens ont été challengés et que finalement, les grands gagnants, c'est un Chevalier qui était très critiqué, c'est un Gonzalo Ramos qui n'est pas le roi du pétrole pour autant parce qu'il brille dans un rôle qui est situationnel. Bref, vous voyez que c'est quand même un scénario qui va pas conforter les joueurs dans un trop gros confort. En tout cas, c'était très sympa de vous débriefer ça. Je vous souhaite un excellent week-end footballistique. Salut.